Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. C'est une politique de rénovation urbaine lancée à partir de 2021. Le ministre de la Construction annonce les grandes réformes qui visent à améliorer le cadre de vie des populations. Bruno Nabagné-Koné fait le point des activités. 17 000 arrêtés de concession définitive signés en 2020. Bientôt un nouveau format de contrat de bail à usage d'habitation. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse est aussi à la tâche. Mamadou Touré a procédé ce mercredi à la remise de permis de conduire à plus de 5000 jeunes. Il invite à saisir toutes les opportunités d'emploi. Le gouvernement ivoirien offre à ses bénéficiaires l'opportunité d'une nouvelle vie dans tous les secteurs liés à la conduite. Il avait comme triste record une dizaine de meurtres. Désormais, c'est la fin de la course pour un présumé tueur en série qui sévissait dans le district d'Abidjan, précisément dans la commune de Maakori. Les forces de sécurité l'ont mis aux arrêts. L'individu aurait opéré à maintes reprises au cours du mois d'octobre 2020. Et puis aux États-Unis, les sénateurs ont prêté serment ce mardi en tant que jurés du procès en destitution de Donald Trump qui ouvre dans 2 semaines. Les républicains soutiennent l'ancien locataire de la Maison-Blanche. Les démocrates majoritaires au Sénat, mais la procédure est loin d'être terminée. C'est un traditionnel déjeuner de presse qui se tient en début d'année. Le ministre de la Construction saisit l'occasion de cette rencontre avec les journalistes pour faire le point des activités. Bruno Nabagné-Koné annonce plusieurs réformes telles que le nouveau contrat de bail à usage d'habitation qui protège locataires et bailleurs. On fait le point avec Cheikh Koné. C'est son 2e passage depuis sa nomination à la tête de ce département ministériel. Bruno Nabagné-Koné n'a pas dérogé à la règle. Il a passé en revue toutes les réformes engagées dans les secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme. Nous pouvons mentionner le décret 2019-221 du 13 mars 2019 relatif à l'identifiant unique des parcelles de Côte d'Ivoire qui institue un numéro d'identification unique donc attribué à toute parcelle foncière. Nous pouvons mentionner le renforcement du contrôle des procédures internes du ministère en ce qui concerne la délivrance des actes, en vue de traiter de façon diligente et plus sûre les demandes d'actes du foncier en général et plus particulièrement de l'ACD. Revenant sur ce qui était considéré depuis longtemps comme un casse-tête pour son département ministériel, le conférencier a relevé un bond quantitatif au niveau de la délivrance des arrêtés de concession définitive, ACD. D'importants efforts ont été faits pour traiter le stock de dossiers présents dans nos services. Et cela a conduit à la signature en 2020 de plus de 17 000 ACD contre une moyenne de 5 500 au cours des 5 dernières années. Face aux nombreuses questions des journalistes, Bruno Koné a évoqué, entre autres sujets, le cadastrage de l'espace urbain, la révision des schémas directeurs d'urbanisme de Yamoussoukro et de San Pedro, le projet d'adressage physique des rues et des maisons qui démarrera à partir de 2022, et enfin, la dernière année des réformes, le bail à usage d'habitation. Nous avons pu voir sur le marché foisonner des modèles de contrats de bail à usage d'habitation édités par des structures privées. À la réalité, ces contrats n'offrent pas toutes les garanties prévues par la loi. Ces contrats ont, même dans certains cas, été la cause de litiges entre le bailleur et le locataire. Pour ces raisons et dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a élaboré un contrat de bail à usage d'habitation et qui reprend toutes les dispositions pertinentes essentielles du Code de la construction et de l'habitat. Ce document hautement sécurisé, à en croire Bruno Koné, protège les 2 parties, bailleurs et propriétaires. En termes de perspective pour l'année en cours, Bruno Nabagné-Koné dit tout mettre en œuvre pour renforcer le cadre législatif, réglementaire et programmatique des secteurs de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat. Au niveau des infrastructures routières, le port autonome d'Abidjan va bientôt bénéficier de réhabilitation et d'aménagement de son réseau routier. 4,3 km de route à remettre à neuf pour une meilleure circulation en zone portuaire. Les responsables du projet ont initié une séance d'information avec les acteurs locaux avant le démarrage effectif des travaux. Serge Coléa nous en parle. Le port autonome d'Abidjan a mal à son réseau routier. Les voies d'accès aux installations logistiques, la circulation entre les unités industrielles constituent un véritable parcours du combattant.
En témoignent ces routes boueuses et tortueuses. Ce décor sera bientôt un mauvais souvenir pour les usagers. Les travaux d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures vont rentrer dans leur phase active. Avant le démarrage des travaux, il est question d'informer et de consulter les acteurs locaux. Les travaux qu'on va réaliser vont entraîner des perturbations au niveau des activités et on souhaite que vraiment ces acteurs-là puissent prendre leur mal en patience parce qu'à la fin, on pourra leur donner vraiment un peu plus de confort dans la circulation. Et je voudrais quand même surtout demander au port autonome d'Abidjan qui gère toute cette zone de vraiment nous assister pour mieux organiser surtout la circulation et le stationnement des camions dans la zone parce que si la circulation n'est pas bien réglée, c'est certain que ça va beaucoup perturber les travaux. 13 mois pour redonner fière allure à 3 itinéraires. Au total, 4,3 km à remettre en état. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du PACOGA, le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan. Coût de l'opération, plus de 2 milliards de francs CFA. Le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan est une initiative du gouvernement ivoirien avec l'appui de la Banque mondiale. Et allons-y voir notre appui au niveau de la coopération financière. Une signature de protocole d'accord entre la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire, l'Agence française de développement et Expertise France. C'est une agence publique française de conception et de mise en œuvre des projets internationaux. Cette convention devrait aider la Caisse à être plus opérationnelle et mener de façon efficiente ses missions. Des détails avec Jean-Luc Bangbo. Un autre partenariat de choix pour la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire, CDCCI, l'Agence française de développement AFD et Expertise France. Deux structures qui viennent appuyer l'opérationnalisation de cet établissement chargé d'assurer la gestion sécurisée des fonds publics et privés. Le modèle des caisses des dépôts et consignations, à la jonction de l'État et du secteur privé, permet précisément cette mobilisation massive des ressources intérieures en faveur d'un développement économique plus équilibré. Une assistance technique qui vient également renforcer le réseau de partenariats tissé par la CDCCI depuis sa création. La Caisse est véritablement en train de tisser un réseau de partenariats avec les grandes institutions de financement pour mobiliser, pour accroître les capacités de mobilisation des ressources de la Caisse, pour que la Caisse puisse, dans un court temps, commencer à faire, disons, ses investissements. Le ministre de l'Économie et des Finances s'est félicité de cette signature qui, espère-t-il, viendra aider la Caisse à atteindre ses objectifs. En sa qualité de tiers de confiance et d'investisseur d'intérêt général, la Caisse a pour principale mission de contribuer au financement des efforts de développement et à bâtir une Côte d'Ivoire meilleure et davantage solidaire, conformément à la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Notons que cette signature s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre de l'accord particulier signé le 12 novembre 2020 à l'occasion du sommet Finances en commun par lequel l'AFD a confié à Expertise France une subvention de 3 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs CFA pour accompagner la structuration de la CDCCI. Le gouvernement, de son côté, accompagne les jeunes dans leur insertion professionnelle. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse remet 5 000 permis de conduire à des jeunes. C'était ce mercredi à Abidjan. Mamadou Touré se réjouit de l'engouement qu'a suscité cette opération. Dans le domaine des médias, les nouvelles cartes d'identité de journalistes professionnels, session 2021, seront bientôt remises aux journalistes. Mais avant, la commission d'attribution a remis le rapport au ministre de la Communication. Sidi Tiemoko Touré s'est aussi entretenu avec le nouveau président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, Issa Tchounayo. Le 29 décembre 2020, la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité des journalistes professionnels et des professionnels de la communication a achevé ses travaux de délibération pour la délivrance de la CIJP, carte d'identité des journalistes professionnels, édition 2021. Avant sa remise aux concernés, la commission dirigée par Koulibaly Vamara est venue rendre compte au ministre de la Communication et des Médias. Sur les 844 demandes d'attribution, le renouvellement de la carte d'identité des journalistes professionnels et professionnels de la communication, la commission paritaire a accordé la carte à 810 postulants. 582 journalistes professionnels
et 228 professionnels de la communication. La commission a rejeté 34 demandes de la carte journaliste professionnel et professionnel de la communication. Parmi ces bénéficiaires de la carte, on compte 163 femmes. À ceci, il faut ajouter 30 chargés de communication et attachés de presse en service dans les institutions et ministères. Le ministre Sidi Touré a salué la qualité du travail de la commission paritaire. Nous constatons une qualification beaucoup plus approfondie de cette commission, dans la mesure où de plus en plus d'acteurs du secteur de la communication et des médias marquent un intérêt et voient l'importance de se faire enregistrer et obtenir sa carte CIJP. C'est aujourd'hui un incontournable dans notre environnement. J'ai noté que d'un outil qui était exclusivement réservé aux journalistes professionnels, depuis la loi de 2017, nous voyons de plus en plus de professionnels de la communication, que ce soit les webmasters, les gestionnaires de communauté ou community managers comme on les appelle, les traffic managers, les graphistes, les directeurs artistiques, les chargés de communication, les attachés de presse. Au-delà du fait que cet outil devient incontournable, cet outil aussi vous protège. Mais avant cette cérémonie, le ministre de la Communication et des Médias a échangé avec le tout nouveau président du GEPSI, groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Au menu, les difficultés, la presse en papier. Nous sommes venus renouveler notre reconnaissance au ministre et lui dire qu'il faut qu'il nous accompagne encore parce que la presse est toujours dans la difficulté. Et il est clair que nous aussi, au niveau de la presse, nous essayons de trouver des solutions pour nous en sortir. Et je suis heureux de voir que le nouveau président est dans de très bonnes dispositions d'esprit pour que nous puissions continuer ce partenariat gagnant-gagnant, certes pour les chefs d'entreprise de presse, mais aussi pour le lecteur ivoirien qui attend de la qualité et du professionnalisme dans les propos qui sont tenus dans la presse de façon générale. Le ministre Sidi Timokou Touré a promis tout mettre en œuvre pour aider la presse dans son ensemble. À présent, ce communiqué de la commission électorale indépendante, la CEI constate depuis quelques jours que des candidats à la candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale s'adonnent à une sorte de propagande électorale dans certaines localités et via les réseaux sociaux. Elle rappelle qu'au terme de l'article 28 du Code électoral, les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Elle insiste auprès des candidats à la candidature que les articles 31 et 32 du Code électoral interdisent formellement toute forme de propagande électorale en dehors de la période réglementaire. Tout contrevenant s'expose en conséquence à sa radiation de la liste des candidats. La commission électorale indépendante attache du prix au respect scrupuleux de ces dispositions susmentionnées. Elle compte sur l'engagement et la responsabilité de tous et de toutes. Dans l'actualité ce soir, place à la lutte contre la Covid-19. On reste mobilisé pour freiner cette pandémie qui est encore active. Et dans cette lutte contre la Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé salue les efforts du gouvernement ivoirien dans la prise en charge des cas et la mise en place à temps des structures de dépistage. L'OMS a fait don de 9 véhicules et d'une centaine de respirateurs d'une valeur de 205 millions de francs CFA. Un don pour faciliter les soins dans les régions et départements du pays, nous apprend Salima Toudia. C'est un don de l'Organisation mondiale de la santé qui vient en appui à la riposte décentralisée contre la Covid-19. 9 véhicules de type 4x4 et des équipements de réanimation d'une valeur d'environ 205 617 000 francs CFA. Le fruit d'une coopération avec la Banque mondiale face à la pandémie. En appui aux efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la Covid-19, l'OMS poursuit la mobilisation des ressources auprès des partenaires de la santé. C'est dans cette optique et avec un financement de la Banque mondiale, acquis grâce à votre plaidoyer, Monsieur le ministre, que l'OMS apporte un appui depuis bientôt 3 mois à 100 districts sanitaires dans tous les domaines de la réponse sanitaire à la Covid-19 pour leur permettre de délivrer des interventions efficaces et aussi de bâtir la résilience nécessaire pour faire face aux défis futurs.
Les équipes de terrain des 8 pôles régionaux de prise en charge de la Covid-19 voient ainsi leur capacité logistique et opérationnelle renforcée face à la maladie qui continue de sévir, rappelle le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Je voudrais également profiter de cette opportunité pour vous assurer de toute l'abnégation du corps médical qui, parfaitement conscient de la gravité de la situation de la Covid-19, continue de se mobiliser pour offrir des soins de qualité aux patients. L'objectif du gouvernement est d'accélérer au mieux le processus de décroissance de l'épidémie afin de réduire les souffrances humaines. L'OMS prévoit compléter très prochainement ce don par un lot spécial de matériel destiné au CHU de Boaké et au CHR de Mans. Dans cette lutte contre la Covid-19, on prône aussi la cohésion sociale. Le ministre de la Réconciliation était samedi à Krindiabo, dans le département d'Aboisseau. Kwadio Konan Bertin est allé solliciter du roi du Sangui ses bénédictions et conseils afin de mener à bien sa mission. Il s'est aussi incliné sur la tombe de Alexis Elengan-Etier. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Accompagné du préfet de région et soutenu par le président du conseil régional, Dr Eugène Akaolé, le ministre de la Réconciliation nationale a été reçu par la notabilité et les autorités locales du Sud Komoué à Krindiabo. Dans la cour royale, Nana Amondoufou V, par l'entremise de son porte-canne, a exprimé ses sentiments de voir réussir, selon lui, la mission difficile, mais pas impossible à signer au ministre Kwadio Konan Bertin. L'autorité traditionnelle a également adressé des conseils et fait des bénédictions en faveur du ministre. Le roi du Saint-Louis a rassuré la délégation de son soutien. En retour, Kwadio Konan Bertin, ministre de la Réconciliation nationale, lui a exprimé sa reconnaissance et présenté ses vœux de nouvel an. À quelques pas de là, la résidence de la famille Elengan. Avec beaucoup d'émotion, le ministre s'est incliné sur la tombe de son parrain. Il lui a rendu hommage pour ses généreuses actions à son endroit. Dans la soirée, un meeting a permis au ministre Kwadio Konan Bertin de faire la lumière sur sa participation à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le ministre de la Réconciliation nationale a exhorté la jeunesse à se consacrer aux études et au travail tout en tournant le dos au vandalisme suscité par certains hommes politiques. Je vous emmène dans une autre région, dans les Grands Ponts. Les populations de Kosrou, dans le département de Dabou, exhortées à la paix, le ministre Emmanuel Essis sensibilise. Il a rencontré toutes les communautés en conflit dans le village. Une tournée de cohésion sociale qu'on va suivre avec Jean-Marc Djadji. Village de Kosrou, sous-préfecture de Toupa, à 35 km de Dabou, région des Grands Ponts. Ici, le ministre Emmanuel Essis, fils du département, rencontre les autochtones adjoukrous de la localité. Objectif, apaiser les esprits des habitants au vu des conflits communautaires qui ont émaillé le village, à la suite du décès d'un jeune adolescent de 19 ans, disparu et retrouvé le 10 janvier dernier. Les populations de Kosrou s'engagent à adhérer au principe du vivre ensemble. Nous ne pouvons pas apprécier la réaction que la jeunesse de ce village a eue face à cette situation. Mais je crois qu'avec les conseils du ministre, on a pu maîtriser la jeunesse. On s'est entendu. Jusque-là, c'est encore la jeunesse qui veille sur les biens de tous. Le ministre a exhorté les 170 nouveaux patriarches de la génération des Obodjoulou au pouvoir à être les relais de la promotion de la cohésion sociale et du développement à Kosrou. Nous nous battons pour que la paix revienne. Nous ne pouvons pas vivre sans les autres ne peuvent pas vivre sans nous. Nous prêchons le vivre ensemble. Et le message que je leur ai passé, c'est un message de cohésion, de paix. Que pour qu'on passe le développement, il faut qu'on ait la paix. Il faut qu'on taise nos querelles intestines et qu'on regarde le programme du gouvernement, de sorte à tirer le maximum profit de ce programme pour le bonheur des concitoyens. Le fils de la région, Emmanuel Essis, a apporté son soutien et la compassion du gouvernement à la famille de la victime. Une tournée de sensibilisation pour la paix
est prévu dans les villages du département de Dabou pour le bon déroulement des élections législatives du 6 mars prochain. Je m'en vais vous parler de ce triste record. Il se serait rendu coupable d'une dizaine de meurtres. La course est désormais achevée pour un présumé tueur en série. Il sévissait dans le district d'Abidjan, précisément dans la commune de Makori. Coup de filet réalisé par les éléments de la direction de la police criminelle et ceux des équipes d'intervention de la brigade de recherche et d'intervention. L'individu aurait opéré à maintes reprises au cours du mois d'octobre 2020. Abou Sanogo. Fin de série pour le présumé tueur en série. Il sévissait dans la commune de Marcouri, où des cas de mort violentes et suspectes ont été enregistrés, et ce, depuis le mois d'octobre 2020. Son mode opératoire consistait à fracasser le crâne de ses victimes à l'aide de briques ou de grosses pierres pendant qu'elles étaient endormies. Et ses cibles étaient des indigents qui squattaient les dessous de ponts, les grands carrefours et autres lieux en plein air pour passer la nuit. Il sévissait entre 2h et 3h du matin. Face à ces nombreux cas de meurtres en série, les fins limiers de la direction de la police criminelle, conduit par le commissaire divisionnaire de police Zagadou Vincent de Paul, directeur de la police criminelle par intérim, ont été mis à contribution. La mutualisation des actions des enquêteurs et des équipes d'intervention de la brigade de recherche et d'intervention a abouti à l'interpellation de ce présumé tueur en série. Un sans domicile fixe, aux environs de 3h du matin, non loin de l'échangeur de Marcouri. Il a reconnu les faits et a avoué avoir fait une dizaine de victimes. Il sera conduit devant le tribunal de première instance d'Abidjan, Plateau. Une page noire dans ce journal. L'ambassadeur Guy Alain Gauze n'est plus. Il est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à Abidjan à l'âge de 68 ans. Guy Alain Gauze, ancien ministre des Matières Premières en 1993 sous la présidence de feu Félix Houphouët-Boigny, puis d'Henri Konan Bédié. En 1998, il occupe le portefeuille du ministère du Commerce extérieur avant d'être nommé ambassadeur en Europe et de devenir ensuite représentant de l'État ivoirien auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Un autre deuil qui frappe la Côte d'Ivoire depuis le 13 octobre 2020, date du décès de Marcel Zadi Kessi. Les proches collaborateurs, amis, partenaires d'affaires et admirateurs de l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel lui rendent hommage. Un panel organisé hier sur sa contribution au développement local. Les intervenants sont tous d'accord que Marcel Zadi Kessi était un bon exemple d'engagement auprès de sa communauté, celui qui a transformé Yakoli Dabo en un village moderne et modèle. Walter Amadou Ouattara. Pour faire un homme, je veux dire, pour le rendre libre et en même temps responsable, il faut savoir bien le mener. Cette phrase n'est pas de moi, mais plutôt d'un célèbre natif de Yakoli Dabo dans le département de Soubré. Il s'agit de feu Marcel Zadi Kessi. À travers cette exposition photo, le parcours de l'homme est retracé. L'ex-président directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE a fait de la promotion de l'entrepreneuriat rural un atout pour le développement. Le village de Yakoli Dabo en est une parfaite illustration. Zadi Kessi nous a appris cette proximité-là. Comment faire pour que dans les villages, on n'ait plus d'exode rural et que les jeunes puissent travailler localement et vivre de leurs revenus. Il n'est pas politique, c'est un homme d'action, c'est un homme d'ambition. Et à travers ses œuvres, à travers ses actions, ça traduit qu'en Afrique, on peut faire de grandes choses avec très peu de moyens. Des témoignages en hommage à feu Marcel Zadi Kessi, il y en a eu lors des différents panels. Dans les années 2000 à 2010, j'étais alors président du conseil d'administration d'Ecobank. Il m'avait rejoint dans ce conseil. Il était arrivé virtuellement président du conseil, mais par affection pour moi, il m'a laissé continuer ma mission jusqu'à ce que lui, atteint par la limite d'âge, il quitte. Et moi aussi, j'ai quitté plus tard lorsque je suis rentré au gouvernement. Pour Amadou Bakayoko, directeur général de la CIE et SODECI, il était important de célébrer le président Marcel Zadi Kessi. Particulièrement ravi d'avoir eu autant d'intervenants de qualité. Je crois que les uns et les autres ont pu constater que du syndicaliste au chef de service, en passant par les DG, les PCA et même les ministres, Marcel Zadi Kessi a eu un impact sur toutes ces personnes-là. Et il a pu être un exemple pour eux, il a pu faire des choses pour eux et je crois que c'était un de nos objectifs, vraiment que cet héritage intellectuel, tout ce qu'il a fait soit connu. À 84 ans, Marcel Zadi Kessi a quitté le monde des vivants le 13 octobre 2020 à Abidjan.
De mai 2011 à juin 2016, Marcel Zadikessi a occupé le poste de président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire. Il est auteur de plusieurs œuvres. Au-delà des divergences idéologiques, il avait un sens élevé de l'amitié vraie et mettait en priorité la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui pleure l'un de ses fils est aussi aux côtés du Ghana. L'ancien chef d'État ghanéen Jerry John Rawlings, inhumé aujourd'hui à Accra dans la capitale. Il a reçu tous les honneurs militaires lors des funérailles. Une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Adama Toungara, le médiateur de la République, à la tête d'une délégation, a représenté le président Alassane Ouattara. Mamadou Kwasi. Les drapeaux en berne. Le Ghana continue de pleurer son ancien président, John Jerry Rawlings. Avant l'ultime séparation, un hommage national lui est rendu. Une marque d'affection pour celui qui a donné un nouveau visage au Ghana. John Jerry Rawlings, défenseur du panafricanisme, aura marqué plusieurs générations sur le continent africain, mais surtout dans son Ghana natal. Pour ces obsèques, je suis venu de Koumassi pour exprimer la douleur qui m'anime actuellement. Rawlings nous a trop apporté. Il représente pour tout le Ghana un père. John, va en paix. Que la terre te soit légère. Il est le père de la démocratie ici au Ghana. Grâce à lui, nous sommes fiers d'appartenir au Ghana. Il faut que les acteurs politiques actuels mettent tout en œuvre pour sauvegarder les acquis de la gouvernance Rawlings. Pour nous, les jeunes du Ghana, Rawlings était un modèle, un repère. Je pense qu'il est parti un peu trop tôt. Rawlings, on se souviendra de toi. Merci pour tout. Des rapports amicaux et loyaux avec des acteurs politiques ivoiriens, il en a eu. D'où la présence du président du Front populaire ivoirien, FPI, Pascal Affi N'Guessan, dans la délégation ivoirienne. Il se souvient du soutien du président NDC à son parti politique. NDC, un parti frère au Front populaire ivoirien, un parti avec lequel nous partageons les valeurs communes de gauche. Nous sommes ensemble membres de l'Internationale socialiste. Nous travaillons régulièrement ensemble. Le NDC nous a beaucoup soutenus pendant les moments difficiles de notre histoire, de l'histoire du Front populaire ivoirien. Le président Rawlings lui-même, en tant que grand panafricaniste, avait besoin que le Front populaire ivoirien soit aux côtés de la famille politique, aux côtés de la famille idéologique, au moment où il nous quitte. En cette circonstance douloureuse qui frappe le peuple frère du Ghana, ils étaient nombreux, ces chefs d'État et de gouvernement, à avoir effectué le déplacement d'Accra. Avec eux, le représentant du président de la République, Alassane Ouattara, le médiateur de la République, Adama Toungara, conduit la délégation ivoirienne venue exprimer la solidarité et la compassion du peuple ivoirien au Ghana. Le président Ouattara a délégué le président Affi N'Guessan et moi-même à le représenter aux obsèques du président Jerry Rawlings. Nous avons donc présenté nos condoléances à la veuve Mme Rawlings, au président Nana Akufo-Addo et au peuple ghanéen. Nous sommes très honorés d'avoir représenté le président Alassane Ouattara et c'est donc dans le recueillement que nous avons célébré cet hommage au président Jerry Rawlings. C'est aussi une occasion pour nous d'être les témoins du renforcement des relations fraternelles entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Après les témoignages, l'homélie et les honneurs militaires, vient le temps de la séparation. Moment difficile, douloureux et inoubliable pour ces militants du NDC, National Democratic Congress. Décédé le 12 novembre dernier de la Covid-19, la dépouille de John Jerry Rawlings a été remise à sa famille après l'hommage national. Il était inhumé dans la stricte intimité familiale dans la ville d'Accra.
Une présence de la délégation ivoirienne au Ghana, signe de bonnes relations entre les deux pays. Bamako et Yamoussoukro aussi renforcent leur coopération. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mali, Bakayoko Cheikh Ibrahim, présente ses lettres de créance au président de la transition, Bandao Erigoré. Bakayoko Cheikh Ibrahim représentera désormais la République de la Côte d'Ivoire au Mali. Il est le nouvel ambassadeur de notre pays au Mali. Il aura à défendre les intérêts des Ivoiriens qui vivent dans ce pays et à rehausser l'image de la Côte d'Ivoire en œuvrant au renforcement de la coopération entre ces deux pays. Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali a présenté sa lettre de créance au président de la transition de la République malienne, Bandao. Après cette cérémonie, Bakayoko Cheikh Ibrahim, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali, a eu un tête-à-tête avec le président de la transition du Mali. Dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, les sénateurs ont prêté serment ce mardi en tant que jurés dans le procès de destitution de Donald Trump qui ouvre dans 2 semaines. 45 d'entre eux, des républicains, soutiennent Trump. Ils estiment que la procédure n'est pas conforme à la Constitution. Les démocrates ont maintenant la majorité au Sénat. Ce procès aura donc bel et bien lieu. Mais le résultat de ce vote de procédure rend très improbable la condamnation de l'ex-président. Car pour que l'ancien locataire de la Maison-Blanche soit condamné, il faudra que 17 sénateurs républicains votent en faveur de sa culpabilité. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23 avec Marine Cognan. Ce soir, le sage dit qu'on ne doit pas tout savoir, car celui qui cherche à trop comprendre s'expose à mourir d'indignation. Dieu le voulant, on se retrouve demain.